Bonjour à tous, Philippe Fulsac pour une troisième vidéo sur le thème des calculs de marée et des calculs finalement d'élévation d'eau, que ce soit dans des canaux ou des nappes d'eau. Euh, Par exemple, euh, l'élévation de l'eau dans un bassin maritime, dans une plaine inondable, etc. Ou près d'une côte, etc. Euh, Dans les vidéos précédentes, j'ai déjà parlé des équations d'écoulement en eau peu profonde. Évidemment, cette notion de peu profonde, elle est totalement relative à la longueur d'onde que vous voulez étudier. Et donc, quand je dis peu profonde, c'est-à-dire que les perturbations de la surface, donc la longueur d'onde de la topographie de la surface libre, va être beaucoup plus longue que euh, va être beaucoup plus long que la profondeur, la bathymétrie. J'ai déjà parlé de l'importance des marées, euh, de, des fantastiques, euh, des fantastiques marées qu'on observe dans la baie d'Hudson ou dans la baie de Fundy. Là, on a des amplitudes qui atteignent vraiment des dimensions, des valeurs considérables, on va dire de 15 à 20 mètres. Euh, Baie Saint-Michel peut-être un peu moins, mais un endroit aussi très connu pour l'amplitude des marées. Et j'ai déjà parlé donc de l'importance des équations et des équations de Saint-Venant. Saint-Venant, 19e siècle, c'est lui qui a simplifié les équations de tridimensionnelles de Navier-Stokes pour reconstruire les hauteurs d'eau et les révolutions en espace-temps. Évidemment, les principaux paramètres physiques ou les processus physiques sont la gravité. Évidemment, l'eau a une masse, elle est attirée par la Terre. On exprime la conservation de la masse et de l'impulsion du volume d'eau. On prend en compte la topographie du fond, la bathymétrie, que ce soit le fond de la rivière ou le fond du bassin ou le fond de l'océan. On prend en compte les frottements. Alors, ces frottements, évidemment, les frottements sur le fond et les frottements aussi peut-être au bord, à la limite du domaine, si on a de telles conditions limites exotiques. Le problème que ces équations résolvent, ce sont des problèmes de transport. Le transport des masses d'eau qui subissent différents types de forces finalement, force de gravitation, contraintes liées au vent, à la pression atmosphérique, etc. Et vous pouvez aussi imaginer que vous avez un effluent ou un tuyau qui arrive, et si vous êtes intéressé à un écoulement beaucoup plus local, eh ben, vous pourrez utiliser les mêmes équations, donc irrigation, écoulement, digue, etc. Donc, vraiment des équations très versatiles, les équations de Saint-Venant. On les a déjà vues, ces équations, dans les autres vidéos. Je vais encore les rappeler ici. Et ce que je voudrais aussi, c'est discuter ici les difficultés liées à la mise en œuvre des solveurs numériques. Donc les équations de Saint-Venant, vous pouvez les voir en 2D, vous pouvez les voir en 1D. Il y a même des gens qui s'amusent à faire des manipulations intéressantes, comme par exemple regarder des réseaux, par exemple, ou des graphes, par exemple des réseaux de rivières. Évidemment, on peut très bien imaginer un réseau de rivières tout à fait physique, et il peut y avoir des confluents, et voilà. Et parfois, on a des étalements, la rivière déborde et on a des lacs, donc finalement, on peut imaginer un réseau avec des poches dimensionnelles et donc des simulations hybrides qui à la fois, on va dire, qui raccorderaient des écoulements, par exemple SV1D à des écoulements SV2D. On va juste, pour simplifier, s'intéresser simplement à Saint-Venant 2D, donc trois inconnus. Typiquement, la formulation, typiquement, c'est en hauteur débit. Donc hauteur H, débit HU. Où U, c'est la vitesse moyenne dans la colonne d'eau. Alors évidemment, alors ça, c'est la formulation très simple. Hein. Encore, on va dire en coordonnées, on n'a pas précisé les coordonnées ici, à vrai dire,
pour rester général, ce qui est agréable. Donc on a la conservation de la masse. Évidemment, si on a un flux qui rentre qui diffère du flux qui sort, forcément, il va y avoir un changement de la hauteur d'eau. Et ici, on a la conservation du moment. Donc dTq plus divergence de 1 sur h q tensoriel q plus sur 2 gradient de h au carré. Là, on a les forces de gravité et là, on a les forces, ici, on a les forces de friction. Voilà. Donc, les forces de friction, on peut avoir plusieurs modèles. Celui-là, c'en est un, mais on peut évidemment, les modèles varient sur les auteurs. Donc, on voit le Chézy, très souvent, ou le voit le Manning, très souvent utilisé dans ces modèles. ZH ici, c'est la topographie du fond. Donc, on suppose qu'on connaît la forme fixe du fond, ZH de x, y. N, ici, N, le coefficient N ici, c'est justement le coefficient de friction, le Manning, sur le fond. À quoi il faut ajouter une condition initiale et des conditions limites appliquées à tout instant sur le bord du domaine. Alors attention, on a plusieurs régimes de flow. Ces équations-là peuvent donner lieu à plusieurs types de phénomènes, en particulier à des phénomènes d'ondes de choc. Et on ne parle pas d'ondes de choc, mais c'est vraiment similaire à ça. Effectivement, on peut avoir des écoulements sous-critiques ou des écoulements supercritiques et des phénomènes de déferlement. Quant aux conditions limites, je pense qu'il faudrait peut-être faire une vidéo spéciale sur ces conditions limites, car elles méritent beaucoup d'attention. On peut être assez créatif à ce niveau-là. Elles peuvent être aussi une source de difficulté dans la mise en œuvre numérique des solveurs. Alors, les choix de la formulation, les solveurs vont se distinguer par les options choisies pour, alors d'une part, le choix de l'écriture du système des équations dérivées partielles. Est-ce qu'on va prendre une forme conservative ou une forme non conservative? D'autre part, le choix des espaces de discrétisation. Est-ce qu'on va prendre des différences finies, des éléments finis, des volumes finis, des éléments spectraux, des éléments aux frontières? Donc, on a toute une panoplie d'outils ou parfois même des discrétisations mixtes où on mélange, par exemple, spectral dans une dimension avec spatial dans une autre, etc. On peut aussi ajouter le côté intégration, on peut intégrer une fois en une dimension, etc. Donc, on a vraiment là aussi beaucoup de possibilités, même dans le type de discrétisation. Et ensuite, une fois qu'on a choisi les discrétisations, il y a un autre niveau. Le deuxième niveau de choix s'impose. Par exemple, si vous utilisez une méthode d'éléments finis, il s'agit de savoir, par exemple, comment choisir vos fonctions d'interpolation. Là, on a aussi une foule de possibilités qui ne sont pas équivalentes. Je connais bien toutes ces questions puisque j'étais chargé de mettre en œuvre ces méthodes d'intégration d'EDP pendant une vingtaine d'années dans le laboratoire de géodynamique de l'université d'Dalhousie, sous la direction de Christopher Beaumont. Donc, dans le troisième volet, on a les approches. On peut aussi faire des choix. Donc distinguer les approches numériques possibles par le type de décomposition des opérateurs. On peut penser les méthodes à pas fractionnaires, des méthodes de prédictive correcteur, et donc là, on va aussi avoir une gamme de choix à faire. Puis viennent les ingrédients utilisés pour régulariser ou stabiliser les équations. Alors là, j'en parlerai tout à l'heure, on a des méthodes qu'on appelle méthode upwind, des méthodes implicites qu'on oppose à la méthode explicite. On peut penser aux méthodes de l'émetteur de flux, à l'expression qu'on choisit pour le flux numérique. Et ça, on va voir, justement, c'est un des aspects que je désire discuter dans cette vidéo. Pour les types de discrétisation spatiale, là encore, ce point évidemment est lié
au choix des espaces de discrétisation et on pourra s'intéresser à différents types de maillages, par exemple des maillages structurés, des maillages non type gris, régulière ou non régulière, des maillages de type non structuré, type triangulation de Delaunay ou en volume fini, maillage, on va dire en cellule de Voronoi. On peut aussi regarder des méthodes adaptatives où le maillage va évoluer avec la solution et donc se concentrer ou se raffiner là où les gradients sont plus importants, de manière à pouvoir mieux capturer eh bien, la formation d'un choc ou des variations rapides des quantités que l'on modélise. Alors là, c'est pareil, ces techniques, je les connais assez bien, même très bien. Alors on avait codé, par exemple, des méthodes de quadri ou d'octri pour, c'est une méthode pour procéder à un raffinement adaptatif des maillages. Et comme j'ai dit, je parlais des Delaunay, ça aussi, ça se fait très bien, notamment avec le package Triangle développé par Jonathan Tchouchouk, une merveille, vraiment un code merveilleux qui permet de calculer des maillages à la base, basés sur la triangulation de données conformes, ce qui est une méthode qui est extrêmement puissante pour mailler un domaine de forme quelconque. Alors ensuite viennent les considérations touchant les méthodes de résolution des systèmes d'équations. On peut penser à 2 grandes familles de méthodes, les méthodes directes, dans ce cas, il nous faut résoudre des gros problèmes linéaires il nous faut des solveurs performants. Nous, dans nos méthodes, nous utilisions un solveur qui avait été développé par Anshul Gupta, qui travaillait pour IBM, et il avait développé essentiellement le meilleur solveur de Zariski au monde. Vraiment un solveur extraordinaire qui travaillait, qui exploitait le parallélisme des machines IBM, notamment la série de machines SP2, IBM SP2. On a des méthodes en contraste avec ces méthodes directes. On peut penser aussi à l'utilisation de méthodes itératives. Alors là, il y a aussi une foule de possibilités. Par exemple, on a des méthodes de gradient conjugué, des méthodes de la Krylov, une méthode introduite par Hughes, un numéricien américain très célèbre, très populaire dans les années 80, on va dire, hein, qui s'appelle la méthode élément par élément, qui permet en fait d'éviter même l'assemblage des matrices et on n'a pas besoin de faire de global. L'assemblage global, donc ça reste très limité en coût mémoire et on peut donc résoudre par des méthodes de type Kirchhoff ou gradient conjugué les équations en élément par élément. Les performances de chaque type de solveur, hein, donc dans le choix vraiment du solveur numérique lui-même, sont vraiment liées à la classe d'architecture de calcul à l'ordinateur que vous allez utiliser. Donc là, je vous donne quelques exemples. Donc évidemment, alors ça, aujourd'hui, il y a une tendance à une uniformisation des choix. On n'a plus tant d'architecture que ça. En tout cas, moi, je ne côtoie plus ces architectures, mais dans le passé, on était effectivement confronté à ces choix parce qu'on a effectivement essayé de développer des calculs pour différents types de machines. Alors, à l'époque, on pensait, alors je parle des années 90, on pensait à des calculs vectoriels, à des calculateurs vectoriels comme le NEC-SX, le Cray1, le Cray XMP. On avait aussi accès à des calculateurs parallèles ou des ordinateurs parallèles. Donc, on a soit un parallélisme gros grain, type IBM SP2, avec quelques processeurs, on va dire 8 ou 16 processeurs, hein, mais chacun très très performant. Et donc on combinait un parallélisme intra
intranœud, on va dire, avec un parallélisme interneux sur ces machines qui avaient une grande bande passante entre les nœuds, du parallélisme. Euh, et ça, c'est une plateforme sur laquelle on a développé nos calculs. Et donc, on a aussi essayé, et on peut de la même manière résoudre les équations de la marée ou les équations différentielles qui nous intéressent sur des clusters Linux. Alors là, on a typiquement des machines qui ne sont pas très chères, comme des desktops, des PC, des laptops, et on les met en réseau. Là, évidemment, la bande passante est beaucoup moins performante, les messages coûtent plus cher, mais on compense parce qu'on a aussi beaucoup plus de machines. Donc, on ne doit pas, quand on design, quand on conceptualise les algorithmes, on n'utilise plus nécessairement les mêmes algorithmes sur un Linux cluster que sur une machine qui a un parallélisme à gros grain. En particulier, ce que j'ai regardé aussi, c'était des méthodes de décomposition de domaine du type dual shore sur ces machines. Ça, c'est vraiment très intéressant et ça marchait très, très bien. Et c'était très flexible. Ces méthodes dual shore, elles ont été développées notamment par quelqu'un qui s'appelait, si je me rappelle, Xavier Roux. Alors ensuite, on a dans toute cette progression, disons, vraiment du calcul vectoriel de la machine énorme, jusque vraiment à la machine beaucoup plus courante aujourd'hui. Aujourd'hui, quand on veut faire des calculs rapides, on utilise les cartes graphiques. Et donc, il va falloir faire des calculs parallélisés sur des processeurs GPU. Le champion, la firme qui a pratiquement, qui est devenue milliardaire et qui commence maintenant à être un des grands joueurs dans le numérique, c'est la firme Nvidia. C'est elle qui est en effet qui a développé la première ces types de calculs et elle a vraiment creusé ce créneau et elle en a pratiquement assuré un monopole. Elle a conquis littéralement le monopole du calcul GPU, la plateforme Nvidia. Évidemment, ceci, c'est en rapport aussi avec l'attrait du public pour les jeux vidéo. Et on veut des jeux rapides, et donc ça a poussé les développeurs à faire à utiliser cartes graphiques et à les pousser, etc. Dans un système finalement de feedback qui s'est emballé. Et le résultat, c'est à la fois beaucoup de performance accrue, une performance accrue au niveau du matériel, donc des moniteurs beaucoup plus performants, et aussi des algorithmes et des programmes qui utilisent ce parallélisme de ces moniteurs plein. Alors, pour un exemple explicite maintenant de solver, je vais vous montrer, j'ai brièvement résumé quelle est la technique de résolution pour un solver qu'on appelle Telemark 2D. Je ne sais pas pourquoi ce solver s'appelle Telemark 2D. En tout cas, il a été développé par le Laboratoire national hydraulique. À un moment, j'aurais peut-être pu travailler au LNH, qui est situé à Chatou, dans la région parisienne. Je travaillais au laboratoire des recherches, direction des études et recherches à Clamart. Je travaillais sur le programme Navisource 3S, où j'ai fait mes premières armes on va dire en hydrodynamique. Et alors là, pratiquement au même moment, puisque là, en les années 90, un petit peu avant les années 90, 90, il y a donc une équipe, notamment Jean-Marie Hervouet, qui a développé un programme là-bas qui s'appelait Telemark 2D. Et ce programme, maintenant, il a continué et on en trouve maintenant les avatars sous un autre nom. J'essaie de me rappeler le nom. Je crois que c'est Guéris, le nom, et il a encore changé de nom. En tout cas, on peut trouver beaucoup de code, mais assez désorganisé.
donc des codes qui englobent le noyau, le Fortran de Telemark 2D. Donc, c'est ce qui m'a intéressé dans ce code-là, c'est que c'est un code qui me parle dans la mesure où moi j'ai surtout fait des éléments finis, plus que des éléments spectraux ou des volumes finis. Euh, et donc, c'est un code qui me parle. Résoudre les équations de Savenant en éléments finis sur un mélange instructuré, ça, je trouve ça très attrayant. Donc, comment peut-on résoudre les équations de Savenant en 2D en éléments finis? Alors, on utilise, le LNH, donc Hervouet, a choisi une formulation non conservative des équations, et c'est la suivante. Donc, on reconnaît toujours les mêmes équations, peut-être un peu différemment, différentes de celles que j'ai écrites plus haut, simplement parce qu'on l'écrit de manière non conservative. Alors, on a toujours nos trois inconnus, un terme de gradient où on sort U, parce qu'on veut faire apparaître un opérateur d'advection ici, et ici, des termes qui sont les termes de gravité, ici, hein, un terme de source, on s'appelle un forçage astronomique, par exemple, un terme de diffusion ici, si vous avez des frottements, par exemple, et ça peut être des frottements non linéaires, et là, aussi, un terme de gravité, mais là, c'est un terme de gravité dû à la topographie du fond, et là, c'est un terme de gravité qui est dû là. Donc, on a séparé, finalement, on a découplé la topographie du fond avec la topographie dynamique, on va dire, de la surface libre et la surface du fond qui bouge. Donc, ce terme-là, c'est un terme qu'on connaît, qu'on peut mettre dans le monde de droite, parce qu'il est c'est un terme de source, et ce terme-là, c'est un terme qui bouge, évidemment, en H, donc c'est H. H, c'est encore une des inconnues de notre système. Donc, on voit bien que ce terme-là cause un couplage entre la hauteur, l'élévation et le moment, hein, l'impulsion de la masse d'eau. Voilà. OK? Donc, évidemment, les termes de diffusion, on les modélise par des termes type de loi de Fourier, donc divergence de nu grade U avec une diffusivité nu. Voilà. Les termes de source, on peut penser à des termes de frottement au fond, aux forces de Coriolis, aux contraintes des vents, etc. Donc, on peut mettre un peu ce qu'on veut dans les termes de source. C'est flexible. Alors, on a, comme je l'ai déjà dit, la vitesse de propagation des ondes en eau peu profonde, c'est d'ailleurs en peu profonde, quand je dis relativement une longueur d'onde de la topographie de la surface d'eau. Donc, c'est ça l'équation de dispersion, C carré égale GH. D'accord. Alors, l'idée de Hervouet, c'est d'utiliser en fait un changement d'échelle qui remplace, au lieu d'utiliser HUV comme inconnu, Hervouet et ses collègues du LNH ont décidé d'utiliser la vitesse, en fait, cette vitesse-là, donc le produit de G par H. Et cette petite manipulation, très intéressante parce qu'elle aboutit à une symétrisation des équations. On voit déjà ça, on voit des fois ça dans certains systèmes. Il suffit simplement de changer, de faire une multiplication, une petite transformation, et on peut symétriser l'équation, ce qui est toujours beaucoup plus agréable. Par ailleurs, donc ça veut dire que ça veut dire qu'il faut former les équations en C, et comme cette équation c'est C carré, eh ben, il y a donc un petit calcul de termes non linéaires à faire. Et on s'aperçoit que l'équation correcte, au lieu d'avoir l'équation en H ici, elle est remplacée par une équation en C. Alors, je vais pas, donc, je vais vous remonter l'équation, voilà, ici. D'accord? Donc, l'équation en H est remplacée par une équation en C. Et on utilise une méthode, enfin, le Télémark 2D utilise une méthode de part fractionnaire, c'est-à-dire que U doit évoluer, ou quand je dis U, c'est toutes les inconnues, donc U, V et H. U doit évoluer sous l'influence de deux phénomènes, finalement, un phénomène d'advection et un phénomène de propagation. Donc on va distinguer une étape d'advection avec une étape de propagation. Et dans l'étape d'advection,
on va collectionner finalement les inconnus, donc C, U et V. C'est la vitesse, effectivement, la vitesse de l'onde, U et V. Et ça, c'est la vitesse la vitesse des marées dans le plan horizontal. D'accord? On va donc, dans l'étape d'advection, on va simplement garder la première partie, cette partie-là, début, la partie de gauche de ces équations. Et tout le reste va être traité dans un deuxième temps, dans la deuxième étape du parc fractionnaire, par une étape de propagation. Donc là, je ne vais pas vous donner les détails, mais on résout finalement ça, on doit résoudre ça en aérien. Et donc, Hervouet et ses collègues ont développé une méthode des caractéristiques qui consiste simplement à écrire que C se conserve le long des trajectoires. Donc, il faut calculer les trajectoires et ensuite donc, intégrer l'équation des caractéristiques en supposant que le champ de vitesse est donné. Donc, le champ de vitesse ne change pas et on transporte le long du champ de vitesse qu'on a en ce moment, on transporte donc les quantités CUV. Et ensuite, on reporte les résultats au bout donc du pied de la caractéristique, à la fin de l'intégration, à la fin de la trajectoire ici, on connaît les valeurs donc, qui n'ont pas changé de C et on ajuste les valeurs sur le maillage pour refléter ces nouvelles valeurs qu'on vient de calculer. Dans une deuxième étape, il faut calculer donc on a une étape de propagation et là, on est obligé de faire aussi donc quelques efforts pour arriver au système d'équations adéquat et on arrive finalement à en utilisant une équation où on linéarise les produits. Donc, quand on a le produit de deux termes et qu'on veut exprimer ces termes au temps futur, eh ben, on ne garde jamais les deux termes au temps futur en même temps. Et donc, on obtient une quasi-linéarisation des équations. En fait, l'équation qu'on obtient, c'est une équation, tout simplement une équation de Stokes. Et donc, c'est une équation de Stokes qu'on obtient, et on résout cette équation de Stokes par une méthode standard, qui est la méthode d'Usawa. Après, comme je vous l'ai dit, il faut appliquer des conditions limites. Ces conditions limites peuvent être assez délicates. Par exemple, ça peut être des conditions limites sur du sable mouillé, par exemple. Imaginez que l'eau monte ici, et vous voyez cette zone-là, on va imaginer une zone inondable. Donc, quand l'eau monte, elle se retrouve en contact avec une surface qu'elle ne rencontrait pas auparavant. Et donc, vous voyez, ce genre de conditions limites semble assez difficile à mettre en œuvre. Parce qu'on a effectivement, si on veut, une frontière mobile. Ça, ça, je ne l'ai jamais implémenté moi-même. J'avoue que je ne sais pas exactement comment ça fonctionne. C'est quelque chose que j'aimerais discuter dans une autre vidéo. Alors, je vais sauter au-dessus de ces remarques-là. Je ferai une autre vidéo sur la régression par analyse harmonique pour vous montrer comment on peut ajuster les données localement, port par port, mais là, je me concentre encore sur la résolution des équations. Alors, par contraste avec la méthode élément fini que je viens de décrire, je vais maintenant vous décrire une autre approche, qui est une approche de type différence finie. Et ça, c'est pour vous montrer les difficultés qui sont liées, on les voit très bien quand on fait une méthode d'élément fini, les difficultés qui sont liées essentiellement au caractère non linéaire de l'équation et à la possibilité de déferlement, donc de raidissement des fronts d'onde. On a pour ça, on fait appel à une méthode dans le contexte d'une méthode par différence finie. Je vous rappelle que dans la méthode différence finie, on a essentiellement une grille de l'espace-temps, elle est fixe, hein. C'est une grille régulière, rectangulaire, hein. Vous avez une grille régulière en XY et puis vous avez un axe du temps. Et voilà, donc vous avez essentiellement des cubes et vous essayez, vous recherchez les valeurs, soit les valeurs de l'inconnu
de la vitesse, par exemple, au nœud de votre maillage différence finie. Et peut-être les flux, vous les exprimez, mettons, au centre de vos mailles. Toujours est-il qu'une méthode très populaire pour essayer d'éviter les problèmes d'instabilité liés justement au caractère non linéaire de l'équation et à la formation potentielle de choc, c'est la méthode de Lax-Windroff qui a été inventée en 1960. Alors, je vais brièvement vous rappeler comment est-ce que ça fonctionne. Donc, imaginons, alors je vais simplement vous démontrer vous discuter cette question de, de la stabilisation des équations à la Lax-Windroff sur une équation de transport scalaire qui est celle-là. Donc, on a une équation de transport scalaire, typiquement dTu plus la dérivée spatiale d'un flux. Le flux peut dépendre de l'inconnu. C'est égal à 0. On a une équation de conservation. Le cas le plus simple, c'est le cas où le flux est linéaire en U. Donc, ça veut dire qu'on a tout simplement une advection à vitesse constante. Et dans ce cas, la méthode de Lax-Windroff, ça ressemblerait à, ça serait la discrétisation. D'accord? Avec pour lambda le paramètre delta t sur delta x, qui est l'inverse de évidemment la vitesse numérique, vitesse de maille. Vous voyez ici, si vous avez un petit peu d'expérience, vous reconnaissez ici peut-être que ce terme est un terme diffusif, puisque vous avez une discussion d'un Laplacien ici, donc un dérivé de deuxième ordre en x, spatialement. D'accord? N marque le temps et I marque l'espace. Et là, ce terme-là introduit une viscosité artificielle, et c'est effectivement ce terme-là qui va permettre la stabilisation des fronts raides et empêcher que la solution explose essentiellement, ou oscille. Oscille, et très souvent, ces oscillations, l'amplitude d'oscillation augmente, et finalement, le solveur ne peut pas résoudre les équations. On peut aussi utiliser une forme plus générale de l'équation de Lax-Windroff qui est formulée ici. Vous voyez ici qu'on utilise une version finalement du flux, et donc on a cette expression plus compliquée où on utilise la fonction de flux dans l'équation de Lax-Windroff. Voilà une description de la molécule de calcul que j'ai trouvée dans un papier justement de Le Provost. Alors ça, c'est un papier qu'il avait publié en 1978, l'Université de Grenoble, et il décrit effectivement, il décrit la résolution, il compare des différents solveurs différence finie sur un maillage, sur un maillage régulier comme celui-là. Ici, on a l'espace, et ici, on a le temps. Et vous avez ici les points d'espace et justement les positions où on évalue le flux. Et finalement, la position finale ici au temps futur. Ça, on appelle ça la molécule de calcul. C'est la molécule de Lax-Windroff. Comment est-ce qu'on arrive à cette molécule de calcul? Comment est-ce qu'on arrive à choisir ce genre d'équation? Je vais vous montrer comment on fait. C'est très simple. On part d'abord de l'équation de transport, puis on développe en temps. On fait un développement limité en temps de l'équation de transport au deuxième ordre. Donc, il apparaît en temps une dérivée au deuxième ordre en U. Et là, magie, on peut, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va convertir l'accélération temporelle ici, UTT, on va réutiliser l'équation de transport pour la reconvertir en fait en termes spatial. Et si vous regardez bien l'équation, vous allez vous apercevoir que vous pouvez faire en 2 étapes. Vous pouvez montrer que effectivement ce terme en 2 fois le temps peut en fait se convertir en un terme qui est vous le voyez bien d'ailleurs ici, hein. Il suffit de mettre chacun de son côté de l'équation, d'accord? Et on voit bien que dxu et dtu jouent des rôles équivalents essentiellement.
Donc là, ce qui va se passer, c'est qu'on va remplacer UTT par UXX. Et c'est donc là qu'on va voir apparaître le terme en laplacien, ce terme-là, d'accord? Et au bout du compte, on arrive à cette équation-là, où A, c'est donc l'échelle de vitesse physique. Alpha, c'est une vitesse numérique. C'est delta x divisé par delta t, où delta x et delta t sont les pas spatiaux et temporels de la discrétisation. Et vous voyez que ce terme-là, donc, est un terme d'abord un premier terme du premier ordre en A sur alpha, et du deuxième ordre en A sur alpha au carré. Là, tout ça, c'est pris au temps n, et ça, c'est au temps n plus 1. Donc, c'est une méthode qui est explicite en temps. On n'a pas de un plus 1 dans le membre de droite ici. Donc ce deuxième terme-là introduit de la dissipation, une viscosité artificielle qui est donc générée par le schéma numérique, et cette viscosité stabilise le schéma et empêche l'explosion de l'amplitude de l'onde. Voilà. Donc la condition de stabilité, c'est la condition dite de Friedrich-Slacks, critère de Friedrich-Slacks, CFL, qui est que A delta t sur delta x, qu'on note aussi CFL égale, qui est aussi le rapport de 1 sur alpha, la vitesse physique sur la vitesse numérique, doit être plus grande que 1. Et la signification, c'est que l'information numérique, donc la vitesse physique, ne peut pas se déplacer ou se transporter plus rapidement que l'information physique. Hein. Donc alpha doit être inférieur à 1. Ce qui conduit à limiter le pas de temps, delta t, dans cette méthode explicite, pour rester stable. Et en conséquence, plus on veut de précision spatiale, donc plus delta x est petit, plus il faut diminuer le pas de temps pour respecter la condition de CFL. On dit que le schéma est conditionnellement stable, puisqu'il faut assurer cette condition. Pour analyser la stabilité du schéma, comment fait-on? Pourquoi est-ce que je vous dis que cette condition garantit la stabilité dans cette molécule de calcul? Alors la raison, c'est que on peut comprendre comment ça se passe avec une méthode générique d'étude de stabilité qui est due en fait à John von Neumann. Oui, le même John von Neumann que vous connaissez. Alors comment fonctionne cette méthode? Elle consiste à en fait substituer une onde harmonique, l'expression d'une harmonique dans la molécule de calcul. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser ça comme un système discret, système dynamique discret, et on va évoluer effectivement une onde numérique qui est décrite sur notre grille. Donc on peut écrire ça comme ça, on peut dire qu'on parle d'un vecteur UIN avec un G, c'est donc un facteur d'amplification, G puissance n ou de n pas de temps, et là c'est le facteur de phase E, J c'est racine de moins 1, KI delta I. Donc K c'est le nombre d'ondes, de notre onde, et donc on veut savoir comment cette onde-là se comporte dans la molécule de calcul. Alors, si on substitue cette expression de la molécule de calcul et qu'on écrit K égale delta égale K delta X, alors on s'aperçoit que on doit avoir que le gain ou le facteur d'amplification G doit satisfaire cette équation-là, où nu, c'est justement notre paramètre CFL. Donc, en calculant la norme de G au carré, on voit donc apparaître un diagramme de stabilité dans le plan nu θ, où nu c'est la condition CFL et θ c'est ce nombre-là. Cette condition de stabilité, la voici, et vous pouvez vérifier, c'est un exercice, que si nu est plus petit que 1, quel que soit θ, la condition CFL nu inférieur à 1 va garantir la stabilité. Donc on peut donc avoir un schéma stable. Après, une autre question, c'est la précision du schéma. Ici, donc on va avoir, pour l'axe Van Hoff, on va avoir un schéma qui est d'ordre 2 en espace et d'ordre 2 en temps. Donc évidemment,
Si on veut une solution précise, à la fois en espace et en temps, il faudra quand même prendre une grille, un dt, un dx assez petit, ce qui impliquera évidemment beaucoup de calculs. C'est une méthode explicite. Alors, application, on peut appliquer ce qu'on vient de dire, par exemple, justement, aux équations de FWE, aux équations de Savenant. Les voilà réécrites une énième fois, mais sous une forme très simple. Et donc, vous pouvez considérer que zeta et u, ça c'est un calcul monodimensionnel. Vous mettez l'élévation et u ensemble, donc je regarde simplement un problème unidimensionnel, et on voit que sous la forme conservative, c'est de là qu'on part pour écrire l'équation de Lax-Mindroff, sous la forme conservative, le flux est non linéaire, en u et en zeta. On reconnaît aussi que la deuxième composante du flux, c'est tout simplement l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle, G de zeta. En fait, quelque part, on voit tout simplement que on a pratiquement l'expression du théorème de Bernoulli dans la deuxième partie. D'accord? Partie moment de cette équation. Alors, comment fait-on pour résoudre? Est-ce qu'on peut résoudre cette équation exactement dans certains cas? La réponse est oui, si on introduit une méthode due à Riemann. Alors ça, c'est pareil, c'est une méthode qu'on apprend quand on étudie les équations hyperboliques. Comment ça fonctionne? Donc, Riemann les a introduites pour étudier les équations des gaz ou des fluides compressibles. Alors l'idée, c'est d'utiliser les caractéristiques du système. Donc, quand vous avez une équation hyperbolique, vous transportez des données le long de caractéristiques. Il y a un réseau de caractéristiques, une caractéristique qu'on appelle C+, une autre caractéristique qu'on appelle C-, qui correspond aux ondes qui traversent on va dire, de droite à gauche ou de gauche à droite. Alors, mettons que les X ici soient orientés, voilà le canal, le long lequel je calcule mon écoulement. X est orienté vers là. Donc, ici, voilà ma caractéristique C+, et voilà ma caractéristique C- ici. Et on a le temps ici. L'équation des caractéristiques dx sur dt, c'est u plus ou moins c, où c, c'est la vitesse du son, si vous voulez, la vitesse des ondes. Là-dedans, g, qui est racine de g h plus zeta. Notez que zeta a un effet sur la vitesse c, bien sûr. Évidemment, là, c'est encore j'écris c carré égale gh, mais je tiens compte du fait que h, c'est la hauteur totale. Et alors, si on regarde donc qu'est-ce qui se passe pour le long de ces caractéristiques, transporte U, alors on peut trouver que, en fait, le long d'une caractéristique, on a une relation, on appelle ça un invariant de Riemann. Donc, il existe une fonction telle que f, f1 ou f2, on va dire ici, f2 de U zeta qui est constante. Donc, on trouve un invariant de Riemann le long d'une caractéristique, un autre invariant de Riemann le long de cette caractéristique, et au croisement des deux, on a donc les deux invariants, on connaît les deux invariants de Riemann, et donc, en résolvant ce système d'équations, f1 égale alpha, f2 égale bêta, alpha et bêta sont constants donnés par les conditions initiales, on peut reconstruire les valeurs de U et de zeta. Et c'est exactement ce qu'on peut faire ici. Voilà la solution donc dans le cas d'un canal. Un canal infini, on a x égale 0 ici, il est infini à droite ici. On a un canal de 50 mètres de profondeur, et on n'a évidemment pas de dimension latérale ici, parce que c'est un problème qui est littéralement 1D. Donc c'est comme un canal qui aurait une épaisseur de 0, un canal infini. Et, ou alors, si vous voulez, une largeur infinie qui est invariant de côté, donc rien ne se passe de côté. Et ça, c'est la corde de D'Alembert fluviale. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va exciter cette corde en imposant une condition limite ici, et on va donc transporter une perturbation le long de cette. Donc, la surface libre va changer, et ce qui va se passer, c'est que. Alors, d'abord, on peut se poser la question, est-ce que
on satisfait bien les conditions, si on regarde les ondes de marée, est-ce qu'on peut bien appliquer, ces équations, en eau peu profonde? Oui, la réponse est oui, parce que la longueur d'onde, des ondes de marée, c'est dans ces conditions, à une profondeur de 50 mètres, c'est 1000 kilomètres. En effet, la période des ondes de marée, c'est 12 heures, à peu près 12 heures. Donc si vous transformez ça en secondes, hein, et que vous obtenez la période caractéristique, si vous multipliez ça par la vitesse, du son dans le canal, donc la vitesse de propagation des ondes, qui est de 22,4 mètres secondes. J'ai juste calculé le signe de GH pour faire ça. Vous apercevez que les ondes de marée ont une longueur d'onde de 1000 kilomètres. Donc lambda est très supérieur à 50 mètres, évidemment 1000 kilomètres par rapport à 50 mètres. L'approximation de l'onde est justifiée. Et on peut même dire que l'onde est très longue dans un canal de 50 mètres de profondeur. Les équations des SW sont largement valides. Donc si on regarde ces équations-là, on peut effectivement les résoudre exactement, hein. On peut facilement montrer que le front de l'onde se raidit. C'est un analogue de l'équation de Burger et on a la formation d'un choc en temps fini. En fait, à bout de temps 2t, on arrive à l'abscisse, xc égale, cette quantité-là. Si A est l'amplitude, de l'oscillation qu'on impose, à l'extrémité, eh ben, on arrive à raidir le front de l'onde et là, que vous avez ici, c'est une photo de l'onde au moment où elle déferle, donc au point critique. C'est la forme de la surface. Alors, si vous faites les calculs avec, en imposant, je crois que c'était, une vitesse initiale de 1 mètre seconde, sinusoïdale, ici, et si vous apercevez que l'amplitude ici, ça serait de 3,3 mètres, et donc, le déferlement apparaît à ce niveau, en X. Alors, bon, pourquoi est-ce qu'on va faire donc tous ces calculs? Ben, par exemple, pour ça. On peut, par exemple, vouloir, faire des calculs de lignes quotidales. Alors là, j'ai dessiné, la carte de la mer du Nord avec ces points donc amphidromiques, hein, autour duquel évidemment l'eau tourne, hein, autour de ces points. Et vous avez donc les lignes, cette grille de lignes quotidales, donc d'égale amplitude de la marée. D'accord? Et vous reconnaissez bien sûr l'Écosse, l'Angleterre, la France, la Belgique, la Hollande, le Danemark et la Norvège, qui sont donc les pays limitrophes, de cette zone de calcul. Et cette zone-là, c'est une zone qui a été beaucoup étudiée, pour des raisons évidentes, évidemment, par son importance économique, bien entendu, mais aussi, elle est intéressante parce qu'elle n'est pas si facile que ça à discrétiser. Donc, c'est intéressant de voir l'évolution des solveurs numériques dans cette zone-là. Donc, des méthodes comme celle de Laxman-Droff nous permettent effectivement de calculer, ces lignes quotidales, ou même de produire des animations, des marées, dans ce genre de bassin. Vous pouvez même faire la même chose dans la baie d'Hudson ou où vous voulez. Alors notez que la méthode de Laxman-Droff n'est qu'un membre d'une grande famille de schémas numériques qui sont destinés à garantir la stabilité du solveur pour les systèmes d'équations hyperboliques. Alors je vais vous donner en fait, un élargissement de cette, donc je vais vous dire de par qu'est-ce que j'entends par famille? Et ben, un critère qui est souvent retenu pour assurer la stabilité des schémas, c'est le critère on demande à diminuer la variation totale. Donc en gros, ce qu'on demande, c'est que le schéma amortisse les oscillations. Alors on parle de schéma TVD en anglais pour Total Variation Diminishing, diminution de la variation totale.
La variation totale, c'est simplement la norme L1 du, du, du gradient discret, exactement comme je l'ai écrit ici. Donc vous avez un maillage, vous avez le temps n, vous avez la discrétisation de U au point I en espace, et donc ça, modulo un delta x qui modulo un paramètre d'échelle delta x, c'est évidemment le gradient, la norme du gradient au point I, et donc vous sommez, vous intégrez spatialement, mais avec pas avec la norme euclidienne, mais avec la norme 1. D'accord? Alors, cette norme, donc, si on dit que le schéma est TVD, donc c'est ce critère de stabilité dont je vous parle, si au temps n+1, le champ a une variation totale plus petite qu'au temps n. Donc, en fait, le schéma amortit, dans le sens de la mesure TV, variation totale, il amortit vos oscillations. Ce qui est donc un critère de stabilité. Alors, comment est-ce qu'on obtient ces schémas TVD? Eh ben, on part encore une fois des équations de transport. Probablement qu'on l'écrit plutôt sous forme conservative. Et donc, on a donc cette équation générique où F est le flux. Et alors là, ce qui va se passer, c'est qu'on veut, créer une fonction de flux qui satisfasse des critères de stabilité. Alors, et on veut plus précisément, on veut pouvoir assurer le côté TVD, on veut pouvoir assurer cette condition. Comment est-ce qu'on fait ça? On fait ça en introduisant ce qu'on appelle un limiteur de flux. Alors, comment ça marche? Alors, voilà typiquement le genre de formule qu'on utilise. Donc ça, c'est l'expression du flux numérique. Là, vous avez le flux, l'expression analytique du flux analytique. Ça, c'est une échelle de vitesse, peut-être la vitesse maximum que vous utilisez le long des caractéristiques, d'accord? Et le limiteur de flux, il est ici. Donc vous avez phi de RI, où RI, c'est donc un indicateur d'approche finalement du choc ou de la discontinuité. Donc phi et donc différentes méthodes numériques vont utiliser différentes heuristiques pour le calcul de cette fonction-là. Et donc le limiteur de flux et qu'on introduit dans l'expression du flux numérique. Alors les heuristiques qu'on utilise, qui sont bien connues, c'est le limiteur min-mode, donc voici l'expression, le limiteur super-B et le limiteur de Wendler. Alors pour vous donner un exemple, supposons que pour le limiteur min-mode, supposons que R devienne un endroit négatif, ça veut dire qu'on est en train de créer un pic avec un accroissement entre, puisque si R devient négatif, ça veut dire que cette quantité n'a pas le même signe que cette quantité. Donc on est en train de créer un pic. Et donc pour limiter la création de ces pics, ce qu'on va faire, c'est qu'on chinte tout simplement à 0. On chinte à 0 le flux. Donc le flux disparaît. Et donc, on voit que la solution numérique est rendue plus stable par cette méthode. Et je crois que je vais m'arrêter donc ici. Donc, pour résumer, dans cette vidéo, je voulais essentiellement vous parler donc de plusieurs types de solveurs numériques pour les équations de Savenant et des difficultés associées à la solution de ces équations et des méthodes génériques type limiteur de flux qu'on introduit pour résoudre ces équations. Merci pour votre attention.